Voilà, Pius Romain Roland, bienvenue. Merci, cher confrère. Bien pourtant. Oui, un tout petit peu, sauf que là, tout dérange un peu, mais ça va. Changement de saison. Hein. Oui, changement de saison. Vous avez terminé déjà les études? Parce qu'on me dit que... Non, je suis en Master 1. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai cours dans les après-midi. En L3, vous avez eu combien de pourcentage? Je fais la grande distinction. Grande distinction. L1, combien? J'ai fait la grande distinction. L2, grande J'ai fait la grande distinction. Grande distinction, grande distinction. Si. Moi, j'ai fait des études. Là, mais là, vous voulez être professeur? Non, je ne voudrais pas être professeur. Je rêve gérer la République un jour. Donc, grande distinction avec combien? 80? Oui, plus de 80. Pius Romain. Oui, de 80. Plus de 80. Si. Donc maintenant, vous voulez corriger tous ces... Oui, comme je vous avais dit l'autre fois, que ce qui m'avait beaucoup motivé à aller faire le droit, c'est en raison de mensonges de certains professeurs qu'on pensait qui étaient des demi-dieux dans la science, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, il s'avère que ce sont des petits messieurs dans les petites bottes. Et après le master, vous allez faire quoi? Vous allez faire les doctorats? Les doctorats, je vais m'inscrire à l'école doctorale d'Abidjan. D'Abidjan? Ouais. Abidjan? Si. Très ambitieux. Oui, j'aime beaucoup Abidjan. Lorsque j'aurai fini avec les droits, je vais faire les relations internationales. Relations internationales? Oui. Donc vous ne pensez pas aussi à votre carrière parce oui. Que vous voulez passer toujours dans les études? Mais oui, on peut. Nous avons de magistrats, nous avons des généraux, des officiers qui sont en fonction mais qui poursuivent leurs études. N'empêche que lorsqu'on va assumer des responsabilités, qu'on ne puisse pas être en déphasage avec certaines réalités, comme aujourd'hui avec cette histoire de changement ou révision des dispositions constitutionnelles, ça nous emballe. Et nous avons découvert qu'il y a des petits messieurs en droit qui se disaient professeurs constitutionnalistes en droit, en réalité sont des petits messieurs. Comment des petits messieurs? Alors, c'est pas prétentieux de votre part? Non, c'est pas prétentieux puisque je me pose la question, et ça c'est la question que je pose aux juristes. Depuis quand la loi organique doit défaire la loi fondamentale? La loi organique, c'est laquelle? C'est la loi référendaire. Et c'est cette loi référendaire qui est dans la Chambre qui risque de manger notre Constitution. Comment ça? Parce que aujourd'hui, ils ont trouvé qu'il y a des référendums. Oui, comment on peut organiser ces référendums? Et voilà pourquoi ils ont songé à ce qu'il y ait une loi, non, ça c'est une loi fausseté. Organique. Ça c'est une fausseté. Le tout est parti sur base des mensonges. Mes mensonges. Lesquels? Oui, le tout est parti sur base des mensonges. Lesquels? Lequel notre Constitution était rédigée à l'étranger par les étrangers. L'article 217 nous empêche de faire quoi que ce soit. On a accusé la Constitution. C'est une constitution de la belligérance. Et c'est pourquoi ils disent que c'est une Constitution qui a été rédigée à l'étranger par les étrangers. Ce qui est faux. Vous savez, lorsqu'on scrute l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo, la première loi fondamentale, elle a été promulguée le 19 mai 1960 par Baudouin Ier, roi de Belge. Cette constitution régentait 3 colonies. Congo belge, Rwanda et Burundi. Et cette constitution a régenté la République du Congo à l'époque jusqu'au 1er août 1964. Et c'est cette constitution, la première que les Congolais ont rédigée à Luluabourg, actuellement Kananga, qui a été promulguée par Joseph Kasavubu, Moïse Kapende Tchombe. Qui n'était pas des longs feux, cette constitution? Non, cette constitution n'a pas fait long feu. C'est là où vous allez comprendre comment on peut mettre fin à une constitution. Et cette constitution n'a pas fait long feu, puisque elle a été battue en brèche par les voyous d'Mbinza. Qui sont-ils? Ceux qui ont fait le premier coup d'État, qui ont renversé l'ordre constitutionnel, la nuit du 24 au 25 novembre, qui ont fait le coup d'État à Kasavubu, et ils ont mis de côté cette loi fondamentale. Ils ont mis 3 ans. C'est-à-dire le pays était sans loi fondamentale, ils ont mis 3 ans. Et vous savez ce qui s'est passé pendant les 3 années. Vous avez l'illustration du stade de martyrs. Vous avez l'illustration d'Assanef.
On a pendu des gens là-bas, on a enterré des gens vivants à Bakwanga. Puisque cette période, il a fallu que les Mobutistes, ceux bon, à l'époque, il n'y avait pas encore un père, ils ont commencé à poursuivre les Lumumbistes. Et sur le 24 juin 1967, qu'ils ont mis en place la constitution dite des révolutionnaires. Peu avant cela, le 20 mai 1967, c'est-à-dire 1 mois et 4 jours, ils ont créé le père, parti unique. Et ils l'ont transposé dans la constitution du 24 juin 1967. Et c'est cette constitution qui avait à son sein, excusez, combien d'articles, 78 articles, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 articles de dispositions transitoires. Et c'est cette constitution qui a été élaborée par Étienne Tshisekedi, Marcel Yaou, Nendaka, Singa Oudjou, Justin-Marie Bomboko. C'est cette constitution qui a consacré le monopartisme. La constitution de 1967. 67, qui a été révisée plus de 18 ans, 18 fois. Cette constitution, qui a été révisée plus de 18 fois. Et cette constitution a été mise de côté avant qu'elle ne soit mise de côté. Elle a été concomitamment avec l'acte constitutif. Celui-ci. L'acte constitutif de 1994. Du 9 avril 1994. Ce que l'UDPS veut prendre pour actualiser dans l'actuelle constitution. Mais vous serez surpris, je fais un exercice, qu'il y a certaines dispositions qui se trouvent dans l'acte constitutif qui sont dans cette constitution. Beaucoup d'ailleurs, hein, beaucoup. Et pendant cette période, c'est la période de la vache maigre. 24 avril 1990 au 17 mai 1997. Pendant cette période transitoire, il y a eu 2 lois fondamentales. La constitution dite des révolutionnaires du 24 juin 1967, qui n'a jamais été abrogée, qui a été supplantée par l'acte constitutif de la conférence nationale souveraine, qui n'a jamais été promulgué. Alors, Mme Mobutu, lui, il n'a pas voulu promulguer cet acte. Il n'a pas voulu promulguer cet acte puisque la conférence nationale souveraine, vous savez ce qui s'est passé. On se réveille le matin. C'était pas... En fait, Mobutu avait raison à l'époque. Hein, il avait raison, il a dit, allons dans la conférence constitutionnelle. Puisqu'il venait de libéraliser les secteurs politiques avec les multipartismes. Au départ, c'était les tripartistes et on a libéralisé le multipartisme. Mais la loi fondamentale du 24 juin 67 n'avait pas été modifiée pour insérer le multipartisme. Mobutu dit non, allons à la conférence constitutionnelle pour voir comment changer la constitution, puisqu'elle était taillée sur mesure avec les impairs parti-État, le syndicat et avec un seul syndicat, et il n'y avait pas les multipartismes, les droits de l'homme, n'en parlons même pas. Allons à la conférence constitutionnelle. Nous tous, nous étions dans la rue, Ngous Karlibond, Mungulu Diaka, Étienne Tshisekedi, l'Union sacrée libérale à l'époque, l'Union sacrée radicale à l'époque, tous, on a refusé conférence nationale. À la conférence nationale souveraine, cette conférence nationale souveraine a pris combien d'années? Ailleurs, c'était presque 2 mois, 1 mois. Mais chez nous, c'est presque 1 année. Mobutu a fermé, elle a ouvert, elle a fermé. Et la suite, c'est que on a eu à élire Étienne Tshisekedi Premier ministre. En violation de la constitution qui était en vigueur. Qui ne prévoyait pas l'élection du Premier ministre. On l'a élu à la conférence nationale souveraine. Jusqu'au petit matin. À 10 heures, son premier discours, il n'est pas encore investi, il n'a pas encore prêté serment, il crée l'hécatombe, la démonétisation de la coupure de 5 millions de dollars. Et Mobutu prend cet argent, il le donne à la DSP. Il paie à la DSP. Il y avait les Mobutistes à l'époque qui avaient cet argent. C'est vrai qu'à l'époque, nous étions dans l'hyperinflation, mais c'était la monnaie qui avait cours légal. Et le Premier ministre, qui n'a pas encore prêté serment,
qui n'a pas encore été investi par l'ordonnance du président de la République, crée les dégâts, l'hécatombe. Il démonétise la monnaie. La conséquence, c'est quoi? Le pillage. Vous avez vu comment l'UDPS nous a amenés. Vous avez vu comment les deux lois fondamentales ont été battues en brèche. La loi fondamentale du 1er août 1964 a été mise de côté par les voyous d'Embiza à travers le coup d'État du 24 au 25 novembre 1965. Maintenant, les deux lois, une loi transitoire qui n'est pas encore promulguée et la loi fondamentale du 24 juin, même si contestée par tout le monde, qui n'est pas encore abrogée, et deux lois concomitamment avec dédoublement des institutions. La seule institution qui n'était pas dédoublée, c'est le président de la République. Toutes les institutions étaient dédoublées. Le Parlement HCRPT, Parlement des transitions avec Mosengo, il y avait le Parlement avec Anzoulou Nimbembe au Palais de la Nation, le gouvernement, Tshisekedi avait son gouvernement, il y avait, d'ailleurs c'est là où est venu l'UDPS sous le bois. C'était le gouvernement de Tshisekedi qui se réunissait sous le bois. Et vous avez les Birindois, les Mungulu Diaka, les Ngous qui étaient nommés successivement, les Kengo avaient leur gouvernement. L'armée, n'en parlons même pas. La monnaie, n'en parlons même pas. Il y avait des zones où il y avait la monnaie qui avait cours légal. Il y avait des zones où on ne bouffait pas. Est-ce que ce n'est pas la peur aussi si aujourd'hui on passe par les forcings, on risque d'assister à cette situation où on a dans l'Est, eux voudront avoir la constitution de 2006. Justement, c'est la crainte. C'est la crainte lorsqu'on veut forcer. Parce qu'on ment d'abord sur une disposition qui ne dit pas cela. C'est l'article 5. Oui. Où on parle de la souveraineté du peuple. Non. Jean-David, si le peuple aujourd'hui, le peuple, dans sa souveraineté, se décide de dire, Jean-David, viole ta maman, tu peux le faire, puisque le peuple est souverain. Tu peux le faire? Du tout. Pourquoi? Puisque le peuple est souverain. Le peuple a décidé pour que tu puisses violer ta maman. Ou le peuple se décide de dire, Jean-David Kilolo, tue ta maman. Puisque le peuple est souverain. Non, c'est une très mauvaise lecture. Le référendum a déjà lieu de cet article 5. Le référendum nous a produit la loi fondamentale que nous avons aujourd'hui. Et lorsqu'on dit, on lit très mal, il faut que nous puissions en arriver pour comprendre comment les lépreux et les éboliens lisent très mal ces dispositions. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. C'est-à-dire le pouvoir qu'on doit exercer. C'est la raison de l'article 220 de 2 mandats où chaque 5 ans, on doit renouveler la classe politique. C'est ça ce qu'on dit, le pouvoir émane du peuple. Et on dit qu'il l'exerce directement, c'est-à-dire l'exerce directement par élection. Ce pouvoir-là, qui doit émaner du peuple, le peuple l'exerce par élection. J'ai choisi Jean-David Kilolo pour me représenter à l'Assemblée nationale. J'ai choisi Félix-Antoine Tshilombo comme président pour un mandat de 5 ans. C'est ça ce que dit l'article. Et on dit par voie référendum ou d'élection et indirectement par ce représentant. Ce n'est pas indirectement par le référendum. Non, les sénateurs sont élus indirectement par les députés provinciaux. C'est ça, l'élection indirecte. Ce n'est pas l'indirect, comme on veut nous faire voir que les députés peuvent, à travers leur référendum à eux, changer la constitution. Non, c'est pas ça. Et puis la mission première, puisque j'ai suivi mon prédécesseur aussi, qui a parlé de Guy Luando, je pense qu'il faut interdire, je demande aux jeunes de ne pas accepter que les acteurs politiques viennent vous embobiner avec la compréhension sur le changement ou la révision de constitution. Non, ça n'a pas lieu. Comment ça n'a pas de nécessité. Oui, mais parce que ceux qui soutiennent le changement, ils s'appuient sur l'article 217. Non, en réalité, le procureur devait les arrêter. Comment ça? Le procureur devait les arrêter, puisque l'article 45, à son alinéa 6, dit quoi? Les pouvoirs publics assurent l'enseignement de la Constitution. Les pouvoirs publics, on peut lire ces dispositions, qui est fondamental que les gens ne comprennent pas. L'article 45
à son alinéa 6. Le pouvoir public ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution. Pourquoi? Puisque l'article 62 dit ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Ce que le pouvoir ont mission d'assurer l'enseignement de la Constitution. Pour que nul n'est censé ignorer la loi. Et que tout le monde respecte la Constitution. Maintenant, c'est lui qui a reçu mission d'observer et de protéger la Constitution. En jurant devant Dieu, vous êtes pasteur. Vous savez, lorsque vous jurez devant Dieu et que vous allez à l'encontre de ces serments, ce qui peut arriver. À moins que ce soit les dieux de Mamnon. Si c'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, Jéhovah Dieu, et vous jurez devant lui d'observer, de respecter la Constitution, vous devez, en principe, le chef de l'État devait dire à tous ces troubadours, taisez-vous. C'est moi le protecteur de la Constitution. Maintenant, la somme de tout ça, on a accusé l'article 217. Oui, 217. Mais 217, si vous enlevez l'article 217, quittez toutes les organisations. Mais parce que selon eux, l'article 217, qui serait beaucoup plus interprété à tort et à travers, disant que non, on est en train de vendre ce pays aux étrangers. Mais cette disposition est reprise à l'article 69 de la Constitution rédigée par Étienne Tshisekedi et Marcel Lia, où je lis la disposition, article 69. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Nous avons les ambassades ici, non? Même l'article, même la Constitution toutes les constitutions africaines reprennent. Pourquoi? Parce que nous sommes membres des organisations, des sous-régions, nous sommes membres des Nations Unies. Beaucoup ont été embobinés. C'est pourquoi je dis tout est parti sur un mensonge. Nous avons les ambassades ici. Je vous donne les cas. Nous avons les ambassades ici. Toi, tu es poursuivi. Tu vas dans une ambassade, tu t'es réfugié là-bas. Qui peut aller te chercher là-bas? Je donne le cas tout simplement d'une ambassade. Hein. Ici, tu vas là. Mais on a abandonné notre souveraineté. On te dit que c'est un territoire belge. Mais alors que c'est la République démocratique du Congo. Dès qu'on parle, ils sont allés signer l'accord de Washington. Sur base de quelle disposition? Et cette disposition ici est la suite logique de 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. C'est la suite logique de l'article 217. Mais lorsque vous signez les traités internationaux, sur base de quoi? Et on dit que les lois internationales ont la primauté sur les lois nationales. Si elles sont régulièrement. Oui, si elles sont régulièrement. Et de quoi on nous parle? C'est une absurdité. C'est pourquoi je le dis, ce sont les lépreux, les éboliens, les covidiens scientifiques. Mais comment ça? Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui se sont lancés dans ce débat. Excusez-moi, je suis en face des pasteurs. Moi, je ne crois jamais aux pasteurs. Pourquoi? Non, parce qu'ils sont des fanfarons. Arrêtez, Si, pas dire ça. Mais la Constitution, l'article 74, dit « Je jure devant Dieu et la nation d'observer et protéger la Constitution. » Qui devrait protéger? Le chef de l'État. Mais ce sont les pasteurs qui induisent le chef de l'État. Il y a certaines qui ont reçu 1,2 million $ pour faire la campagne avec moins de 20 personnes devant le palais du peuple. Et ces mêmes pasteurs étaient à l'origine d'amener d'autres pasteurs chez Roubaix-Roi pour dire que non, vous serez élu président de la République. Dieu m'a fait voir que vous serez président de la République. La même nuit, à un jeu de pierre, ils sont allés chez Jean-Pierre Bemba. La même nuit. La même nuit. Ils ont dit encore à Jean-Pierre Bemba en 2006, Dieu nous a dit que vous serez élu président de la République. Et des gens pareils, vous pouvez y croire. Non, il n'y a pas pasteur et pasteur. Vous, je connais votre moralité. Il n'y a pas pasteur et pasteur. Vous ne parlez pas de questions dans vos prêches.
vous ne prêchez pas la Constitution. Ici, il y a des églises où on ne fait que prêcher le nom de Kabila. Kabila, Kabila, Rwandais. Dans une église, franchement. Dans une prédication. Dans une prédication. Même dans une des chansons là. Même dans une. Est-ce que vous trouvez ça non? Chanter la Constitution. Vous trouvez Constitution ça? à Lola, je me pose la question. Maintenant, lorsqu'on va faire le forcing de cette Constitution, et ceux qui sont de l'autre côté, c'est pour la première fois. Les rebelles, bien qu'ils sont à marge de la Constitution, protègent la Constitution, mais le gouvernement de Kinshasa veut changer la Constitution. Quand vous prenez l'article 220, c'est la somme de toutes les critiques émises contre Mobutu à la conférence nationale souveraine. Toutes les critiques. On ne veut pas quelqu'un qui s'éternise au pouvoir. Pour être responsable politique, vous devez avoir l'aval du peuple. Pas quelqu'un qui se réveille le matin et dit, bon, Jean-David, je te nomme premier commissaire d'État. 3 mois après, non, non, je te nomme procureur. 2 semaines après, non, je te nomme chef de quartier. Non, pas ça. On n'a plus à dire, non, un père parti État, même l'enfant qui est dans le fœtus de sa mère est membre de ce parti politique. On dit non. Il faut le multipartisme pour que les gens s'expriment. Et chacun est libre d'adhérer à la formation politique de son choix. Chacun est libre d'adhérer à l'église de son choix, la laïcité. Et chacun est libre de voter un homme ou une femme. C'est ça la somme de cet article 220. Maintenant, quand on veut changer cet article-là, pour nous dire qu'il faut donner le pouvoir au président de la République, pourquoi on a combattu Mobutu? Donc on a déshabillé les MPR, on a habillé l'UDPS. Alors maintenant, vous êtes contre le changement. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Omami? Olomami. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Olomami, il y a un groupe de bandits. Groupe de bandits? Il y a un groupe de bandits qui ne respectent pas l'ordre établi. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le Olomami? Actuellement où je vous parle, on empêche les députés provinciaux de se réunir à la plénière. Jocelyn, vous avez des vidéos, vous pouvez nous balancer, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 voleurs, 3 grands voleurs. Le premier voleur, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Mais il ne faut pas dire premier voleur. Non, voleur, puisque les chiffres de la... Ils sont déchus. Ils sont déchus. Ouais, le premier, c'est le président de l'Assemblée provinciale et son questeur. Ils ont détourné 3 milliards 519 millions 310 940 francs congolais. L'équivalent de 3 millions. L'argent destiné aux émoluments des députés provinciaux, des primes des agents de l'administration. Ils ont détourné cet argent. Les députés provinciaux ont déposé la motion de censure contre les bureaux de l'Assemblée provinciale. En principe, lorsqu'on dépose une motion de censure, les bureaux cessent. Les bureaux à 5 membres. 2 membres sont visés puisqu'ils ont détourné l'argent. Des députés, des agents, des administratifs, ils ont détourné. Alors, comme ils ne veulent pas partir, les députés se sont décidés de déposer une motion de censure contre tous les bureaux. Même les 3 innocents là, on a déposé, on a réceptionné, je vous ai envoyé les documents, on a réceptionné la motion de censure. En principe, lorsqu'on dépose la motion de censure, les bureaux cessent de poser les actes. Au lieu que les bureaux cessent de poser les actes, les bureaux continuent à poser les actes. Au lieu de mettre en place un bureau d'âge suivant le règlement intérieur, le président de l'Assemblée provinciale qui est censuré présente un certain 14 mai un sceau sec. On dit, c'est lui qui est déjà censuré, présente ce sceau ici, que nous devons maintenant commencer à utiliser. Entre-temps, il suspend les directeurs administratifs qui a la plénitude de convoquer la plénière, il les révoque avec un document où il y a les sceaux liquides. Et quand les députés ont découvert ça, ils changent encore les documents.
Donc on a trouvé la malice dans le chef du président de l'Assemblée provinciale. Vous voyez les images. On les empêche d'aller siéger. Alors que c'est dans leur mission. Et que dit les VPM de l'intérieur? J'en arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a maintenant le cas du gouverneur. Le gouverneur a détourné 3 millions de dollars. Il est déchu par l'Assemblée provinciale. Par l'Assemblée provinciale. En principe, après sa déchéance, il a été même rappelé chez Kinshasa. Il a même été rappelé chez Kinshasa. Après sa déchéance, c'est le vice-gouverneur qui devrait assurer l'intérim. Mais lui qui est déchu, il désigne le ministre provincial de l'Intérieur pour assurer l'intérim. Durant toute son absence, qu'il était ici à Kinshasa. Et il est déchu. La Cour constitutionnelle n'a dit sur ce... Elle a pris acte de la déchéance du gouverneur. Mais malheureusement, vous avez posé la question, que dit le VPM? Le VPM l'a retourné par une simple autorisation de sortie. Et il arrive là-bas, il instrumentalise les REDOC. Et c'est les REDOC qui arrêtent les directeurs administratifs adjoints. Et c'est ici à Kinshasa qu'on a appelé les REDOC de Olomami pour libérer les députés qu'il a arrêtés. Pour quelle raison? Puisqu'ils ont fait leur travail, leur mission, pour lesquels ils sont élus, de contrôler l'exécutif provincial. Ils ont contrôlé l'exécutif provincial, ils ont trouvé que le gouverneur a détourné 3 millions de dollars. Il y a aussi une affaire d'une entreprise, Orifère, fictive, dont les responsables du Sénat sont cités, toujours dans les Olomami. Et les REDOC maintenant, qui a été rappelé par l'AG de cesser cette mission qui ne les concerne pas, et c'est celui qui protège les voleurs. Et pourquoi il protège les voleurs? Il semblerait qu'ils se partagent cet argent qu'ils ont volé. L'exécutif provincial, les gouverneurs, détournent 3 millions de dollars. Le bureau détourne 3 milliards 519 millions 310 440 francs congolais, l'équivalent encore de 3 millions, des députés provinciaux. Ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas payés. Les députés provinciaux. Les députés provinciaux, ils ne sont pas payés. Alors que leur argent est là, détourné par ce groupe de bandits. Alors on pose la question, pourquoi le REDOC de Olomami doit protéger ces voleurs-là? Donc quelque part, il est de mèche avec eux. Est-ce que l'ANER a pour mission de traquer les députés provinciaux? C'est quel travail que l'Agence nationale des renseignements doit faire? Est-ce de traquer les individus ou c'est pour la sûreté de la République? Les députés provinciaux ont été élus pour contrôler les gouverneurs. C'est comme la première ministre, la chef de l'exécution. Mais elle est l'émanation de l'Assemblée nationale, non? Et si l'Assemblée nationale trouve que la première ministre a détourné l'argent, il faut la démettre. Est-ce que l'AG de l'ANER, comme celui qui est le patron, peut venir dire à l'Assemblée nationale, non, vous ne pouvez pas démettre la première ministre? Ce n'est pas dans leur mission. Je pense que les REDOC de l'ANER et le commandant de la police que vous voyez dans les images, qui empêchent les députés provinciaux de Olomami de se réunir, enfin, de trouver solution de leur province qui ne décolle pas. Pourquoi? Puisque à la tête de cette province, il y a des incompétents. Donc je vous cite, je vous ai cité les chiffres. Les documents, je vous ai envoyés. Ce n'est pas que j'ai inventé. Je vous ai envoyé les documents. Alors maintenant, avec ça, vous ne voyez pas qu'il faut changer la Constitution? Ça nous éviterait toute cette histoire? La Constitution n'a rien à voir là-dessus. Et là, c'est quoi le problème? Non, ce sont les hommes qui sont tarés, les incompétents. Est-ce que la Constitution a dit quelque part, monsieur le REDOC de Olomami, il faut empêcher l'exécutif provincial de se réunir? Ou l'organe délibérant de se réunir? Ça n'a rien à voir. Vous savez qu'il y a des professeurs qui ont dit, je préfère citer leur nom, puisque les images existent. Joly l'a dit.
Tony Mwaba l'a dit. Mbata l'a dit. Donc les trois, sans les autres, disent que la Constitution n'a pas de problème. C'est la meilleure Constitution au monde. Mais ils ont changé aujourd'hui. Mais ils ont changé. C'est pourquoi je te dis, moi, avec ma proposition de loi que j'ai élaborée, je dois interdire tout professeur d'être politique. Soit vous êtes politique, vous restez dans la casquette politique. En tant que professeur, vous ne pouvez pas être politique. Puisqu'ils prennent leurs désidérata politiques, ils viennent avec sur les collines inspirées dans les sanctuaires scientifiques pour boucher les oreilles aux scientifiques. En principe, cette question, on ne devait même pas en débattre. On ne devrait même pas, puisque notre constitution n'a pas un problème. Je vous donne le cas de la constitution des États-Unis. Pour terminer. Je vous donne le cas de la constitution des États-Unis. Oui. La constitution des États-Unis a été élaborée par 89 personnes. 89 personnes. Membres de 13 États. Depuis 1700, ça fait 2 siècles et demi. Mais cette constitution est en vigueur. Ce sont les 13 États, les 89 personnes qui ont rédigé cette constitution. 13 États. Aujourd'hui, les États-Unis ont 53 États. Est-ce que les 40 États ont dit, quand on a élaboré cette constitution, nous n'y étions pas là, ça ne nous regarde pas? On a menti. Nous avons, la constitution du 19 mai 1960, qui régentait 3 pays, le Congo belge, le Rwanda et le Burundi. Cette constitution a été remplacée par la constitution de Louloabour, puisque celle-là ne concerne plus le Rwanda et le Burundi. Là, nous avons déjà acquis notre statut juridique. Et cette constitution a été mise de côté par les voyous de Mbinza, au travers de la constitution du 24 juin 1967. Cette constitution a fait 32 ans, concomitamment avec l'acte constitutif. Et ces deux instruments juridiques ont été mis de côté au travers de la révolution de l'AFDR. Et nous a mis le décret 003. Je l'ai encore ici. Ce décret n'a pas fait long feu, puisque c'était un décret, ce n'était pas la loi fondamentale. Les uns ont soulevé les armes, les Jean-Pierre Bemba, les Arthur Zaïdi Ngoma, les Azarias Rouberois, les Mbusa Nyamwisi, tout ce monde-là. Ils ont levé les armes. Le pays était partitionné. Joseph Kabila, comme fils du pays, il dit, je vais aller partout pour réunifier le pays. Il arrive là-bas, on le conteste. Tu n'as pas la légitimité. Ce qui était tout à fait normal. Je dis, bon, on tait les armes, ils ont signé l'accord inclusif. Et c'est cet accord qui a produit le mixage de l'armée, puisque cette question, on a toujours tendance de faire porter l'échafaud à Joseph Kabila. Mais il faut poser la question à Jean-Pierre Bemba. Il avait déversé combien de militaires au FARDC? Les RCD avaient déversé combien? Les RCD KML avaient déversé combien? Les RCD-N avaient déversé combien? Et tous les autres groupes armés. Pour en faire le mixage, témoin, MONUSCO, MONUC à l'époque, et SIAT, Comité international d'appui à la transition. Voilà, merci. Et cette constitution, on a élaboré la constitution transitoire du 4 avril 2003. Et c'est cette constitution qui est le produit de l'accord inclusif. Et cette constitution a géré la République pendant la période transitoire, période de la formule monstre 1+4. Et après cette constitution, les Congolais se sont dit, allons pour la première fois, ayons notre constitution. On a donné au Sénat, j'ai oublié d'amener ces documents, les 24 points essentiels de la future constitution de la République démocratique du Congo. Ces documents signés par Marini Bodo, président du Sénat, Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale, Lambert Mende, rapporteur du Sénat, et Raphaël Loulou, rapporteur de l'Assemblée nationale. Le 24 points, c'est-à-dire l'esprit de l'actuelle constitution. Et on a élaboré cette constitution, on l'a soumis au référendum. On n'a pas dit que les députés ont fait leur référendum, ni les sénateurs. Non, on a soumis au référendum. Et le référendum a les mêmes étapes que
Les élections. Les élections. Un, il faut un fichier électoral. Voilà, merci. Il faut nettoyer le fichier électoral. Ça, c'est un cours. Merci beaucoup. C'est tous ces cours-là. Je me dis, peuple congolais, n'acceptez jamais le changement de la Constitution. La révision, d'abord, on ne révise pas la Constitution. On révise les dispositions constitutionnelles. Cette Constitution a déjà subi la première révision qui n'a jamais été soumise au référendum. Alors, merci. Et le président de la République, suivant l'article 218, a la latitude de réviser quelques dispositions. Le gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, a la latitude de réviser quelques dispositions. Les députés nationaux et le peuple congolais au travers sa signatures. Mais l'article 219 interdit, puisque le contexte dans lequel nous nous retrouvons ne permet pas ce qu'on touche à la loi fondamentale. Merci beaucoup, Pius Romero, là. Les doctorants, les futurs doctorants. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, on va prendre un autre jeune pour parler aussi de la réflexion des jeunes sur cette question. Tout de suite. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais.